Et une fois qu'il sera publié, on va pouvoir se mettre en conformité et c'est ce qu'on va vous détailler aujourd'hui. Voilà, on a prévu un temps de questions à la fin de cette présentation qui va être relativement dense. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir ou à utiliser le fil de discussion pour poser vos questions. Bonne réunion. Donc, je vais vous présenter la suite de de ce diaporama. Alors, on va attendre que ça passe à la diapo suivante. On est très nombreux, donc notre matériel informatique a un petit peu de mal à suivre. Voilà. Donc, on va commencer par reprendre dans un premier temps l'actualité sur les activités de soins non révisées et révisées. Comme vous savez, par l'ordonnance du 12 mai 2021, les autorisations actuellement en vigueur sont prorogées. Donc, s'agissant des activités de soins non révisées, celles-ci sont prorogées jusqu'à la publication d'une mesure législative euh, qui fera repartir leur durée de vie afin de pouvoir les renouveler le cas échéant. Pour les activités de soins révisées, alors cette fois-ci, celles-ci sont toujours prorogées comme les activités de soins non révisées, bien évidemment. Là, on attend que les fenêtres de dépôt s'ouvrent, donc à partir du 1er janvier 2024, afin que vous puissiez déposer des dossiers pour les mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. On reviendra un petit peu plus en détail dans la suite de notre présentation sur le calendrier de travail et le calendrier de l'ouverture de ces fenêtres, qui seront donc des fenêtres thématiques. Par rapport à ce dont vous avez l'habitude, on sera vraiment sur des fenêtres activité par activité. On vous le présente par la suite. À savoir, bien évidemment, qu'un établissement qui aurait aujourd'hui une activité qui ne demande pas un renouvellement ou qui ne fait pas ou qui ne fait pas la mise en conformité devra dès lors cesser son activité, bien évidemment. Donc, on va commencer à rentrer un peu plus dans le dur de la réforme. Euh, Cette réforme des activités au niveau du fond des activités est accompagnée d'une réforme de la forme, puisque vous devrez, à partir de janvier, déposer vos demandes via le SI autorisation, donc via cette plateforme du ministère qui est actuellement en phase de test et qui sera ouverte à tous normalement à partir de novembre 2023. Cette plateforme permettra à vous, établissement, de préparer vos dossiers, de constituer vos demandes, de transmettre ensuite à l'ARS pour l'instruction, pour des échanges notamment sur la complétude des dossiers. Et enfin, ce sera également l'occasion pour nous de générer la décision qu'on vous enverra. Donc un SI qui est très complet et qu'on vous présentera juste après. Pour du coup ce SI, vous avez dû normalement recevoir un mail pour pouvoir vous recenser afin que que vous puissiez créer des comptes. Donc tous les liens sont disponibles sur la page dédiée aux autorisations du site internet de l'ARS-BFC. Donc, on vous invite à vous référencer à cette page-là. De manière générale, on vous invite à aller la consulter. On a rafraîchi cette page internet pour vous donner des informations liées à la réforme et on s'efforcera de vous communiquer les nouvelles informations au fur et à mesure qu'on les a. Ce recensement, donc, qui était initialement possible jusqu'au 15 septembre, est finalement porté jusqu'au 15 octobre. C'est un recensement qui concerne aussi bien les établissements avec des numéros finesse que sans numéro finesse. Et alors, vous voyez, j'ai repris un petit élément que la DNUM, le service informatique du ministère, nous avait communiqué. Si vous avez un établissement juridique et un établissement géographique, territorial,
vous n'avez à créer qu'un seul compte établissement juridique, puisque avec ce compte-là, vous aurez une vision sur votre établissement géographique, ce qui fait que vous pourrez faire la demande d'autorisation via ce compte d'établissement juridique. Si vous avez un établissement juridique et plusieurs établissements géographiques, là, tout dépend de votre gestion. Alors, vous créez un compte pour votre établissement juridique, bien sûr. Et ensuite, si vous avez une gestion différente selon les entités géographiques, là, vous pouvez créer plusieurs comptes d'établissements géographiques. Si par contre, l'ensemble de la gestion de vos demandes d'autorisation se font par un service, par une personne de l'établissement juridique et que tout se fait à ce niveau-là, à ce compte-là, vous avez juste à créer un compte juridique et vous verrez l'ensemble de vos établissements géographiques via ce compte-ci. Petite particularité pour les établissements qui ne seraient pas rattachés à un établissement juridique, euh, parce que l'entité est de telle sorte que, bien qu'il y ait une entité, on va dire, supérieure euh, tout au-dessus. Vous avez néanmoins plusieurs entités juridiques, plusieurs entités géographiques, mais pas rattachées à la même J. Là, on vous invite à nous le signaler, à le signaler dans le commentaire afin qu'on puisse ensuite créer des groupes d'établissements. Donc, actuellement, la gestion des comptes est à la main du ministère le temps de ce recensement. Par la suite, elle sera à la main d'une part de l'agence chez nous, mais également à la vôtre, puisque vous pourrez en interne, notamment au niveau du compte juridique, avoir la gestion des comptes internes juridiques et géographiques. Baptiste, j'ai une question dans le fil de Oui. discussion. Comment vérifier si nos demandes de création de compte sur le SI sont bien traitées? Alors là, pour le moment, peut-être que vous avez dû recevoir un mail ou alors ça, nous, on peut regarder. On a commencé à faire le point. La DNUM nous a envoyé la liste des établissements qui avaient créé des comptes. Donc là, on est en train un petit peu de recenser tout ça, voir quel établissement a déjà créé un compte ou non. Il y a également eu des petits couacs qui seront à rectifier par la suite, mais ça, je pense que ça fera peut-être l'objet d'une discussion d'une part avec la DNUM et ensuite entre nous lors d'une communication. À ce propos, puisque c'est la diapositive suivante, la DNUM et la DGOS, normalement, si elles ont pu se connecter, nous font le plaisir et l'honneur d'être présentes à notre webinaire. Donc, d'une part, on les remercie pour leur disponibilité et leur présence. La DNUM notamment qui va pouvoir vous présenter ce SI du côté promoteur. Donc, normalement, c'est celle juste après. Donc, je ne sais pas si Marie-Solène ou Aurélie sont déjà connectées. Bonjour Baptiste, Aurélie Bédoucha, je suis là. Bonjour Aurélie. Merci d'être présente. Donc Aurélie qui est de la DNUM du ministère qui est donc s'occupe du SI autorisation et qui très gentiment a accepté de nous faire une démonstration. Alors du coup, je sais pas, peut-être qu'on peut lui donner les droits pour qu'elle partage. Je vais cesser mon partage pour lui laisser l'occasion de faire sa présentation. Aurélie, je vous laisse partager votre écran. Merci. Normalement, ça devrait être bon. Vous voyez bien tous mon écran? On voit. Ok, parfait. Donc bonjour à tous. Donc Aurélie Bédoucha, donc je travaille donc pour la direction du numérique. Et donc plus particulièrement pour l'entité qui est le système à compétence nationale, hein, donc des systèmes d'information mutualisés des ARS. Et donc on travaille pour mettre en place donc l'ESI autorisation. Donc, juste par rapport à ce qu'on a dit juste avant pour le recensement, la plateforme sur laquelle vous vous êtes inscrit, c'est une plateforme différente, hein. Donc, quand vous avez saisi vos demandes de compte, c'est sur la plateforme de recensement. Donc, quand vous saisissez des emails pour vos différents utilisateurs, derrière, ça ne vous envoie pas un mail pour tous vos utilisateurs recensés. Ça nous permet juste, entre guillemets, de les lister pour qu'ensuite on puisse vous créer vos utilisateurs quand la plateforme ouvrira, donc comme Monsieur Bon l'a indiqué tout à l'heure, plutôt courant novembre, fin novembre. Et là, tous vos utilisateurs que vous avez recensés recevront un email qui va ressembler à ça, avec un lien. Donc l'email sera valide 72 heures.
Si jamais vous n'êtes pas disponible dans ce créneau, il n'y a pas de problème. Comme vous aurez été créé, il vous suffira d'aller faire un mot de passe oublié sur la première page en mettant votre email et vous recevrez de nouveau un lien d'activation. Donc, vous serez autonome là-dessus. Et donc, grâce à ce lien, ça vous permettra d'activer votre compte et de choisir votre mot de passe. Et comme ça, après, vous pourrez accéder à la plateforme. Donc voilà, j'en profitais pour vous rassurer, parce que comme on a eu un certain nombre de messages pour nous demander pourquoi vous n'aviez toujours pas reçu vos mails de compte, c'est tout à fait normal. Donc une fois que vous aurez activé votre compte, vous allez arriver donc sur la plateforme du SI Autorisation qui se présente comme ça. Donc, de façon assez classique, hein, vous allez donc saisir votre login, donc qui sera votre courriel, et votre mot de passe. Donc ensuite, on fait se connecter et on va arriver sur la page d'accueil. Donc, on a donc tout en haut, on vous rappelle donc votre nom et votre prénom. Donc là, moi, je suis sur un compte test, hein, donc je m'appelle promoteur EJ, mais vous, dans la vraie vie, vous vous appellerez correctement. Vous aurez le rappel de votre profil. Donc là, vous retrouverez si vous êtes gestionnaire ou si vous êtes utilisateur. Donc le gestionnaire, c'est le profil qui va pouvoir créer des comptes, modifier ou supprimer des comptes pour son établissement et saisir des dossiers et voir ces différents dossiers. Et un utilisateur va pouvoir créer des dossiers sur soit son établissement juridique, soit sur son établissement géographique en fonction de ce que vous nous aviez demandé. On aura également la notion de droit de validation qui ne se voit pas là dans le profil, mais bon, pour ceux qui ont rempli le formulaire de recensement, on vous avait demandé si les personnes pouvaient valider ou pas. Donc ça permettra par la suite, entre vous, s'il y a besoin, que certains utilisateurs puissent simplement faire de la saisie de dossiers et puis que d'autres puissent les valider pour les transmettre à l'ARS, ou éventuellement, bah, du coup, vous pourrez tous faire tout en fonction de ce que vous aviez demandé. Donc voilà, en préambule sur les profils. Vous avez donc en haut un menu classique avec donc la page d'accueil qui est celle que je vous montre actuellement. Vous avez un menu qui s'appelle Mes dossiers qui va surtout vous permettre de voir donc les zones de santé. Donc là, donc on est sur une plateforme de test, hein. Donc pour l'instant, on voit tout le monde. Voilà, on est sur des fausses données, hein, donc ne vous inquiétez pas. Dans la vraie vie, ce sera propre et vous verrez surtout ce qui vous intéresse. Donc sur cette fenêtre, au niveau des zones de santé, vous pourrez voir donc pour votre région l'arrêté donc concernant le zonage, donc les zones de santé. Donc là, par exemple, bon, pour BFC, on n'en a pas encore mis pour le test, mais du coup, vous voyez, par exemple, pour la Bretagne, vous avez le nom du PDF et la possibilité de télécharger l'arrêté. Donc comme ça vous évite d'aller le chercher par ailleurs. L'ARS vous mettra le document à disposition. Et donc, si vous descendez, vous aurez la liste de vos zones de santé. Donc là, encore une fois, on n'en a créé qu'une seule pour le test qui s'appelle BFC Test, mais dans la vraie vie, vous retrouverez bien vos vraies zones de santé. Donc là, comme ça vous permet, vous, en tant que promoteur, d'avoir un petit peu d'information. Donc, vous n'avez rien à faire sur ces écrans, c'est plus de l'information. Également, vous avez dans le menu les fenêtres de dépôt. Donc pareil, c'est à titre informatif. Vous allez pouvoir voir les fenêtres de dépôt qui ont été ouvertes sur votre région. Donc là, par exemple, on va prendre la première ligne là, sur BFC. Vous avez un petit chevron à côté qui va vous permettre de déplier et de voir quelles sont les activités qui sont ouvertes. Donc dans la fenêtre qui serait du 10 octobre 2023 au 10 décembre 2023, vous allez retrouver l'activité. Et à côté, vous avez la zone, vous avez le détail de la zone qui est concernée. Donc là, encore une fois, on est sur un test, donc il y a toutes les activités sur la zone, mais ça vous permettra de bien connaître vos différentes fenêtres de dépôt selon vos activités pour ne pas les manquer.
Vous avez, donc là je suis retournée sur la page d'accueil, vous avez un bandeau d'informations. Donc vous aurez deux types d'informations. Vous aurez des informations qui seront estampillées nationales, donc qui seront à notre main, donc côté DNUM et administration, si jamais on a quelques messages à vous faire passer. Et vous aurez éventuellement aussi un bandeau qui sera donc plutôt régional, qui permettra à l'ARS de vous faire des communications spécifiques si besoin. Donc là, comme on est sur la plateforme de test, nous, on a mis pour l'instant donc le guide utilisateur. Donc comme ça, je clique et il se télécharge. Donc voilà, vous aurez, donc il est en version test, mais vous l'aurez également donc correctement sur votre page d'accueil. Donc comme ça vous permettra aussi, si vous avez un trou de mémoire, de pouvoir retrouver comment utiliser l'outil. Et comme on n'a pas encore tout à fait finalisé la plateforme, là, on a indiqué les activités qui sont finalisées. Et donc, je vais vous faire une démonstration sur l'une d'entre elles tout à l'heure. Donc voilà, sur le haut de la page d'accueil, vous allez retrouver là sur les gros boutons, donc une autre façon de naviguer, ce que je viens de vous montrer à l'instant, sur la consultation donc, des fenêtres de dépôt des zones de santé. Vous pouvez y accéder également avec ces boutons. Vous allez pouvoir déposer un dossier, ce qui est quand même le cœur du sujet, et puis consulter tous vos dossiers. Et ici, vous avez un aperçu de vos dossiers en cours, mais si vous voulez voir tous vos dossiers, vous avez soit le voir tous les dossiers, soit consulter mes dossiers. Donc là, si je clique sur consulter mes dossiers, vous allez avoir donc une page qui va vous permettre d'avoir un certain nombre de critères de recherche et l'ensemble de vos dossiers qui s'affichent en dessous. Donc comme ça, vous pouvez rechercher beaucoup plus facilement, surtout quand vous aurez beaucoup de dossiers à déposer. Vous pourrez les filtrer par activité, par statut. Donc voilà, ça devrait vous permettre de retrouver facilement vos dossiers. Et vous avez également un bouton exporter qui vous permet d'exporter la liste de vos dossiers au format Excel. Donc en bas, donc la liste des dossiers. Donc vous avez un certain nombre d'informations. On a essayé de vous mettre à la fois les informations utiles, mais de pas trop en mettre non plus pour que ça reste facile en termes de navigation. Vous avez systématiquement, on va dire, dans l'ergonomie de l'outil, une colonne qui s'appelle Action et qui va avoir donc des petits pictogrammes, donc soit un œil qui sera plutôt pour de la consultation pour accéder au dossier et des crayons quand vous allez avoir des corrections à faire ou des petites poubelles si c'est pour supprimer. Enfin voilà, vous allez retrouver normalement une ergonomie assez classique. Donc pour créer un dossier, vous avez donc également depuis cet écran le bouton Déposer un dossier. Donc là, je clique dessus et on va commencer à me poser quelques petites questions. Donc là, moi, je suis connectée en tant donc que gestionnaire EJ. Donc ça veut dire que je suis au niveau juridique et donc, a priori, j'ai des établissements géographiques qui me sont rattachés. Donc, normalement, dans la majeure partie de vos cas, vous serez sur oui, vous avez un FINES-ET. On a prévu le cas du non au cas où vous souhaiteriez faire une demande d'autorisation pour un site pour lequel vous n'avez pas encore votre finesse et que du coup vous anticipez votre demande d'autorisation, mais pour lequel il y aura forcément une régularisation à un moment donné avant la délivrance de l'autorisation pour avoir un finesse. Néanmoins, vous n'êtes pas bloqué si vous n'avez pas encore votre finesse. Là, on va faire le cas simple et je dis oui, j'ai un finesse. Je me suis positionnée au niveau du CHU de Besançon. Donc là, du coup, quand je clique sur ma raison sociale d'établissement géographique, je vois mes 3 établissements géographiques qui sont rattachés à mon entité juridique. Donc là, par exemple, si je prends donc, le centre hospitalier universitaire de Besançon, je clique dessus. Il va me récupérer automatiquement les données depuis le référentiel FINES pour vous éviter de refaire de la saisie. J'ai une question supplémentaire qui est de savoir si j'appartiens à un GHT.
parce que derrière, on va avoir une question dans les autorisations qui va dépendre de la réponse à la question. Donc, si vous n'appartenez pas, bah, vous mettez non. Si vous appartenez, vous cliquez sur oui. Et là, vous allez avoir une liste déroulante qui vous propose les noms de vos GHT. Si jamais vous constatez que vous ne trouvez pas vos GHT ou que les noms ne sont pas tout à fait corrects, n'hésitez pas à le remonter à votre ARS pour que les modifications puissent être faites. Donc là, du coup, je vais choisir Centre-Franche-Comté. Si je ne me trompe pas, ça devrait être le bon. Et je sauvegarde. Oui, oui, c'est le bon. Parfait. Donc le premier bloc, donc, qui s'appelait Information de la structure, donc demandant de l'activité, est rempli et il s'est replié tout seul. Sinon, on le déplie avec la petite flèche et on a le modifier si besoin. Ce que je ne vous ai pas montré, du coup, parce que ça se met au moment de la validation, c'est qu'on a un bouton ici qui apparaît pour indiquer la liste des autorisations détenues sur le site concerné. Donc, quand vous cliquez dessus, ça va vous prendre qui va vous l'actions que vous pouvez détenir, donc les activités de soins, les équipements matériels lourds, les autres activités et les activités soumises à reconnaissance contractuelle. Et donc, ça va vous lister vos différentes autorisations qui sont aujourd'hui donc recensées dans la base Finesse. Bon, alors, voilà, peut-être que tout n'est pas encore là, parce que tout n'est pas encore fini, mais en tout cas, sur le principe, l'idée, c'est de vous éviter d'avoir à remplir à la main ces informations qui sont demandées dans le dossier pour que tout soit déjà saisi comme il faut. Donc, voilà pour le premier bloc. Le deuxième bloc concerne les informations de contact. Donc là, on va avoir deux informations principales, le représentant légal et l'auteur de la demande, auteur valideur de la demande. Le représentant légal, il est rempli automatiquement depuis Finesse. Donc a priori, vous n'avez rien à faire dessus. Si jamais il est vide, il faut contacter du coup votre ARS pour que ça puisse être mis à jour dans Finesse pour que ça puisse redescendre partout. Mais ce ne sera pas bloquant pour valider votre dossier. Là, comme je suis sur une base de test, on a fait en sorte que les emails ne fonctionnent pas pour ne pas polluer vos directeurs pendant nos tests. Donc là, c'est bien renseigné. Et pour l'auteur de la demande, j'ai un menu déroulant et je vais avoir des personnes qui sont proposées. Les personnes qui sont proposées dans ce menu déroulant correspondent aux personnes auxquelles vous aurez donné le droit de validation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, généralement, vous aurez un gestionnaire entité juridique qui aura a priori forcément un droit pour valider les dossiers et les transmettre, mais ce droit peut également être donné au niveau donc, des établissements géographiques. Enfin voilà, vous aurez la main pour choisir les bonnes personnes. Donc là, moi, je me vois, donc je me choisis. Et automatiquement, donc, ça reprend l'email de mon compte et mon téléphone, que je peux éventuellement modifier si jamais il n'est pas juste. Je sauvegarde. Et je vais arriver au dernier bloc de la première page, qui est le choix de l'activité de soins ou de l'EML. Donc, je clique sur le bouton modifier. Donc voilà, l'ergonomie est assez similaire partout. Quand je veux modifier un bloc, je clique sur le bouton modifier. Il va me demander donc de choisir mon activité de soins. Donc, vous avez les activités donc, qui apparaissent au fur et à mesure et sinon, vous avez votre moteur de recherche qui fonctionne. Si vous commencez à taper médecine, ça va va vous restreindre les choix. Donc là, par exemple, si je prends l'activité de médecine, vous allez avoir les références juridiques, donc avec les différents décrets qui apparaissent, donc avec des liens hypertextes qui vous emmènent sur Légifrance au bon endroit pour que vous puissiez prendre connaissance du texte si besoin. Et ensuite, vous allez avoir donc, toute la partie pour choisir justement dans le détail donc, vos modalités, vos mentions, vos pratiques thérapeutiques spécifiques, pardon, et votre déclaration, le cas échéant.
Donc là, on a essayé de faire quelque chose qui soit le plus simple possible pour vous en recréant donc les arbres de ces différents choix et que quand l'arbre n'est pas complet, qu'il puisse se remplir tout seul. Là, par exemple, j'ai qu'un seul choix, donc je clique sur pas de modalité. Comme il n'y a pas de mention, ça coche le pas de mention. Il n'y a pas de pratique thérapeutique spécifique. Donc, du coup, ça m'a tout coché automatiquement. Et par contre, vous voyez qu'il y a une déclaration pour choisir adulte ou enfant et adolescent. Du coup, le système s'est arrêté là en disant saisie incomplète pour que vous puissiez justement cocher soit adulte, soit enfant adolescent. Enfin voilà, du coup, vous pouvez faire votre choix. Et ça fonctionne pour toutes les activités. Si je prends médecine nucléaire, même principe, pas de modalité. Par contre, là, on a une mention. On a la mention A ou la mention B. Du coup, si je coche la mention A, ça m'indique qu'il n'y a pas de pratique thérapeutique spécifique, pas de déclaration, et donc ça me remplit automatiquement voilà, tout ce qui doit être saisi. Je vais prendre la médecine pour l'exemple qui est le plus simple. Et du coup, je vais prendre adulte. Ensuite, vous avez la zone de santé. Donc, encore une fois, moi, j'en ai qu'une. Dans la vraie vie, vous aurez vos vraies zones. Donc, je choisis ma zone et je sauvegarde. Une fois que tout ça s'est renseigné, vous cliquez sur le bouton suivant et là, vous rentrez donc dans le cœur du dossier. Donc, vous voyez en haut, donc j'ai un bandeau qui sera présent donc à chaque fois, qui vous rappelle quand le dossier a été créé. Ça vous donne un numéro de dossier donc, qui est côté promoteur pour vous, donc pour que vous puissiez avoir des dossiers qui s'incrémentent dans le bon ordre. Et par la suite, quand le dossier sera transmis à l'ARS, vous aurez également un numéro de dossier ARS qui apparaîtra. En dessous, vous avez le statut du dossier, donc qui est pour l'instant en cours de saisie. On vous rappelle l'établissement géographique sur lequel vous êtes. Si jamais vous faites plusieurs dossiers, comme ça vous permet de bien savoir où vous êtes. On vous rappelle l'activité sur laquelle vous êtes en train de faire un dossier, votre zone de santé, et du coup, ça vous indique également donc, le responsable du dossier, si jamais vous devez lui envoyer un email. Et là, vous avez aussi un petit historique qui permet de voir tout ce qui a été fait sur le dossier et qui l'a fait. Donc ça peut être pratique si vous êtes plusieurs à travailler sur le dossier. Vous avez donc un écran donc là, qui s'appelle synthèse du dossier. Alors, dans la prochaine version qui va arriver instamment, ce sera mieux aligné, donc ce sera plus lisible, rassurez-vous. Mais sur le principe, vous allez retrouver en haut le tableau relatif donc à l'activité, donc à la médecine, donc on va dire une sorte de tronc commun sur ce qu'il faut renseigner au niveau de l'activité. Et ensuite, en dessous, ce qu'il faudra renseigner par rapport aux différentes modalités, mentions, pratiques thérapeutiques spécifiques ou déclarations que vous avez pu renseigner. Donc là, dans le cas de médecine, donc qui était le cas simple, j'ai finalement que deux lignes. Mais si vous aviez pris une activité et que vous aviez fait beaucoup de demandes, du coup, vous verriez à chaque fois un chevron avec l'ensemble donc de votre demande qui apparaît. Vous avez ensuite deux choses. La colonne qui s'appelle données appli et données PDF, parce qu'en fait, on a un certain nombre de choses que vous allez pouvoir renseigner directement dans l'outil. Et pour d'autres, vous allez retrouver, un peu comme dans le dossier papier, du coup, un dossier PDF que vous allez pouvoir remplir et redéposer sur la plateforme. Donc, du coup, on a différencié les deux en termes de statut pour vous faciliter justement la lecture et savoir ce qui vous manque en termes d'informations remplies ou non. Donc là, par exemple, donc si je vais sur la première ligne, donc pour la médecine, je vais cliquer donc sur le crayon dont je vous parlais tout à l'heure dans la colonne action et ça m'ouvre une nouvelle page avec quelques champs à remplir. Donc encore une fois, je clique sur le bouton modifier dès lors que je veux renseigner des choses. Et donc là, on va voir donc, ce qu'il faut renseigner.
On a mis donc une astérisque rouge pour tous les champs qui sont vraiment obligatoires et bloquants dans le sens où si vous ne les renseignez pas, votre dossier ne peut pas être validé. Néanmoins, on vous invite à remplir le dossier de façon la plus exhaustive possible, même s'il n'y a pas de petite étoile. Le premier qui est obligatoire, c'est l'avis du comité stratégique du GHT, parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'étais dans un GHT. Si vous aviez répondu non, vous n'auriez pas besoin de mettre ce document. Quand on est ici, on va pouvoir poser les documents. Donc, vous avez deux façons de faire, soit en cliquant sur Parcourir et ça va vous ouvrir donc votre dossier de téléchargement, soit sinon, vous pouvez aussi avoir votre fenêtre à côté de documents et vous pouvez faire un simple glisser-déposer et ça se pose automatiquement en dessous. Ça vous met le nom de votre document et ça vous rappelle donc la taille. Donc là, du coup, je vais le remplir rapidement avec des documents tests. Évidemment, dans la vraie vie, on mettra les bons documents. D'ailleurs, je n'ai pas tout à fait mis les bons, mais c'est pas grave. Là, vous pouvez mettre des commentaires si besoin par rapport à ce que vous avez indiqué là, donc sur vos conventions et sur vos lettres d'engagement. Vous avez ensuite une partie sur la justification de la demande. Donc là, vous avez donc un texte qui vous indique ce qui est attendu en termes de rédaction. Donc là, moi, je vais juste remplir le dossier. Mais donc, vous, effectivement, vous remplirez ça correctement. Le dossier financier, donc pareil, vous pouvez mettre donc une pièce jointe avec votre dossier. Donc là, je mets des PDF, mais si vous avez un Excel, par exemple, ça passe aussi, hein. On vous a autorisé ce type de format si besoin. Une fois que vous avez modifié, alors je ne vous ai pas dit aussi, mais là, vous voyez, vous avez une petite poubelle, hein, donc si jamais vous vous trompez de pièce jointe, vous pouvez la supprimer et vous pouvez également en mettre plusieurs. Donc, on sauvegarde. Et donc là, on a rempli la partie qu'on a appelée données de l'application, donc avec tous les champs qu'on a renseignés. Vous avez la deuxième partie donc avec le formulaire PDF où vous allez avoir ici la possibilité donc de télécharger le formulaire médecine pour l'activité. Donc là, vous avez la petite icône d'une feuille. Quand vous cliquez dessus, donc il va se mettre dans vos téléchargements. Donc vous l'ouvrez et donc là, vous allez avoir un certain nombre de champs à renseigner, donc surtout des puces oui/non, éventuellement quelques justifications. Voilà, donc vous pouvez saisir. Enfin, voilà, vous vous laissez guider par le PDF. On vous a remis des petits symboles quand il y avait des demandes de joindre des conventions, le plan des locaux, enfin voilà, des choses où on attend une pièce jointe dans un des champs qu'on a pu voir juste avant. On vous a remis un petit logo à déposer dans le SI autorisation pour vous rappeler que derrière, on attend, enfin l'ARS derrière attend une pièce jointe. Donc voilà, donc du coup, vous avez donc le PDF qui est donc plus ou moins long à renseigner selon les activités. Et une fois que vous l'avez rempli, donc vous l'enregistrez et on va aller ensuite le redéposer. Donc là, vous avez déposé le formulaire. Donc ça vous ouvre donc de nouveau la fenêtre. Donc là, cette fois-ci, on n'en dépose qu'un normalement, vu que vous aviez un seul PDF uniquement. Et je vais aller le rechercher dans mes fichiers téléchargement. Hop, voilà, il est là. Donc, formulaire médecine, information relative à l'activité. Du coup, je le glisse, je le dépose et je le sauvegarde. Voilà, donc vous avez l'historique de qui l'a déposé à quel moment et vous pouvez donc toujours le modifier si besoin. Voilà, une fois que ça c'est fait, j'ai le bouton retour à la synthèse qui me permet de rentrer de nouveau donc, sur mon écran. Et donc, vous voyez, les statuts ont changé parce que le PDF, je l'ai rempli, mais je ne l'ai pas rempli complètement. Donc, ça m'indique, là, quand vous passez au survol de la souris, que je n'ai pas tout rempli. J'en ai fait, enfin, qu'il en manque 68 sur les 78. Donc, ça vous compte, en fait, le nombre de cases qui vous manquent.
Et on vous a fait un bouton «Voir les éléments non renseignés». Donc, quand on clique dessus, ça vous ouvre une autre fenêtre qui va vous indiquer, donc par partie, en fait, ce qui n'a pas été renseigné dans votre dossier. Donc là, par exemple, vous voyez donc dans la partie médecine, donc sur l'activité où on était, j'ai pas rempli les commentaires et le commentaire sur les dossiers financiers. Donc ça vous indique que c'est pas rempli. Après, c'est pas bloquant, mais ça vous permet justement de savoir que vous ne l'avez pas rempli. Vous avez ensuite ici, là, sur le formulaire justement relatif à l'activité de médecine, donc le fameux PDF, où je n'ai quasiment rien rempli, et bien du coup, ça vous indique toutes les parties qui n'ont pas été renseignées. Donc comme ça devrait pouvoir vous aider si jamais vous avez manqué une question, de pouvoir le renseigner. Dans une prochaine version, on est en train de travailler justement pour faire en sorte de réussir à indiquer dans le PDF tous les champs qui sont obligatoires, avec notamment avec les choix conditionnels. Si vous avez répondu oui et qu'il fallait mettre une justification, et ben du coup que la justification remonte comme champ oublié. Par contre, si vous avez répondu non, et du coup, il n'y avait pas de justification à mettre, que ça ne remonte pas comme étant un champ manquant. Donc, on est en train d'essayer d'affiner parce que là, ça va vous mettre simplement, globalement, les champs qui ne sont pas renseignés. Donc, si ça se trouve, il y a certains champs qui n'étaient pas renseignés à bon escient qui vont apparaître là. Donc, on est en train d'essayer d'améliorer ça pour qu'au moment où vous l'ayez en main, courant novembre, on soit dans cette version-là pour que ce soit, encore une fois, le plus simple pour vous. Et ça nous permettra d'affiner un petit peu plus justement sur les statuts pour que vous puissiez avoir un vrai complet quand tout ce que vous avez renseigné l'est et qu'on sache bien distinguer le partiellement du complet. Donc voilà sur la première partie médecine. Et donc si on va un peu plus dans le détail, donc là moi j'avais demandé donc pour adultes. Donc je vais avoir ma première ligne relative à la modalité mention. Parce que, encore une fois, dans la façon donc, dont sont faits les dossiers, on va avoir une forme de tronc commun pour ce qui est modalité mention. Et ensuite, vous aurez peut-être des choses à indiquer par rapport à la PTS et à la déclaration. Mais ce n'est pas le cas partout. Et donc, c'est pour ça qu'on a bien dissocié. Parce que si, par exemple, vous étiez dans le cas d'une activité qui avait énormément de PTS et de déclaration, bah, au moins comme ça, vous avez rempli votre tronc commun, vous le faites une fois et vous ne le faites pas 6 fois s'il y avait 6 PTS et déclarations. On a essayé de vous rationaliser les choses le plus possible. Donc là, on clique sur le crayon. Globalement, on se laisse guider. Dès lors qu'il y a un crayon, on y va. Donc là, ça fait comme tout à l'heure. Ça nous ouvre un nouvel écran. Et on va récupérer de nouveau un petit PDF qui est spécifique à l'adulte. Donc là, comme tout à l'heure, je télécharge mon PDF. Je l'ouvre. Donc là, je vois que c'est relatif donc, à la déclaration adulte. Du coup, bah, je le remplis. Je le remplis bien normalement. Là, je vous en coche juste quelques-uns. Donc, vous voyez, là, par exemple, on est vraiment sur un cas où il est très court à renseigner. Donc, je l'enregistre. Et comme tout à l'heure, je dépose le formulaire. Je le reprends de mon dossier téléchargement. Hop, je le pose. Je le sauvegarde. Et cette première partie est OK. Ensuite, on a les tableaux des effectifs. Donc ça, on les a dématérialisés dans l'outil pour que ce soit plus simple à saisir et pour que ça puisse être aussi réexploitable derrière. Donc, sur le principe des tableaux des effectifs, vous allez avoir plusieurs parties. Vous allez avoir une partie qui est dédiée aux effectifs médicaux, pharmacie et donc physique médicale. Donc ça, c'est le premier bloc. Vous allez ensuite avoir un deuxième bloc sur les effectifs paramédicaux et vous avez un troisième bloc pour les autres effectifs. Chaque bloc est ensuite découpé de la même façon. Vous allez avoir une première partie sur le personnel obligatoire et sur les autres personnels qui sont, eux, facultatifs. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris parmi les textes ce qui était demandé, en fait, pour chaque modalité mention, quels étaient les personnels obligatoires. Donc là, dans le cas de la médecine, en plus, c'est un petit peu particulier parce que ce n'est pas une spécialité en particulier, c'est un médecin
parmi les spécialités médicales. Donc, pour le renseigner, pareil, on clique sur le petit crayon et là, vous allez avoir un menu déroulant avec l'ensemble des professions spécialisées qui sont autorisées dans le libellé un médecin parmi les spécialités. Donc là, du coup, vous cherchez votre médecin. Donc là, moi, j'en prends un au pif. Je prends un cardiologue. Et vous allez avoir ensuite les postes vacants et les postes pourvus à renseigner. Alors, il faut remplir toutes les cellules. Donc là, comme on est dans le personnel obligatoire, normalement, on est censé avoir des 1. Si jamais, alors pas pour les vacants évidemment, mais du coup pour les vacants, s'il n'y en a pas, on met des zéros en fait. S'il n'y a pas de poste vacant, en fait, le but c'est de remplir la ligne complètement pour être justement bien en capacité de vous dire ce qui a été rempli, pas bien rempli. Donc si j'ai pas de poste vacant, du coup je mets 0. Je peux utiliser le tabulation de mon clavier pour que ça aille plus vite pour passer d'une cellule à l'autre. Sinon, avec la souris, ça marche aussi. Donc là, du coup, on va dire que j'ai une personne sur un ETP. Je fais un cas simple, mais vous pourriez mettre des chiffres à virgule pour gérer vos différents ETP. Une fois que c'est OK, j'ai une petite check à la fin là, pour valider. Du coup, je valide. Et là, je vois que j'ai un trombone au niveau du diplôme. Donc, si vous le souhaitez, et on vous encourage à le faire, vous pouvez déposer le diplôme de votre professionnel, justement, pour justifier de sa spécialité. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Et entre parenthèses, vous voyez, vous avez un 0. Donc, dès lors que je vais déposer une pièce jointe, donc là, pour le coup, je vais reprendre n'importe quel document PDF, c'est juste pour vous montrer. Voilà, j'ai marqué 1. Donc comme ça vous permet, si vous aviez plusieurs personnes sur le même ETP, par exemple, de pouvoir vérifier que vous aviez, s'il y avait 3, ou que vous avez bien mis les 3 diplômes. Pour les autres personnels médicaux, vous avez ajouté une ligne. Et donc, ça marche de la même façon. Vous allez retrouver en fait donc, une grande liste de toutes les professions qui sont autorisées dans le autre. Et donc, vous les renseignez de la même façon. Si vous vous êtes trompé ou vous ne souhaitez pas le renseigner, hop, vous cliquez sur la petite croix et ça le supprime. Pour les paramédicaux, donc on est sur le même principe, sauf qu'on vous a figé directement les personnels, parce que du coup, voilà, comme il y en avait moins, ça permettait que ce soit plus clair pour vous et vous éviter d'avoir donc les menus déroulants. Et sachant que pour les médicaux, quand les spécialités avaient été indiquées telles quelles dans les textes, vous les retrouvez aussi en mode figé dans les tableaux. Donc là, du coup, je vais remplir donc, tout hop, comme il faut. Donc encore une fois, je fais le cas simple. Hop. Voilà. Ensuite, sur les autres personnels, donc identiques à tout à l'heure, hein, si vous avez d'autres personnels en paramédical à indiquer, vous pouvez ajouter une ligne et choisir. Et ensuite, on a les autres. Et donc là, par exemple, c'est un psychologue qui est demandé de façon obligatoire. Donc du coup, c'est pareil. Je le renseigne et je valide. Donc les diplômes ne sont demandés qu'au niveau médical et pas pour les paramédicaux ni les autres. Donc vous voyez, on n'a pas le trombone. Donc voilà sur la partie effectif. Ensuite, on a encore la possibilité de mettre certaines pièces jointes, notamment donc, sur les environnements et locaux, si besoin. Et tout autre document en fait qui serait jugé utile à l'appréciation du dossier. Là, je ne vais pas en mettre. Et vous avez le dernier, alors soit qui est accessible via cet écran, donc vous continuez donc finalement à descendre l'écran, soit si on est revenu sur la synthèse, vu qu'on part sur la partie PTS et du coup déclaration. Voilà, en fait, c'est le dernier cadre, donc vous y arrivez des deux façons. Et donc là, vous allez avoir donc simplement donc la première question à renseigner pour savoir si vous aviez déjà une autorisation similaire pour cette activité. Si c'est oui, vous cliquez oui, logique. Si vous cochez non,
ça va vous demander une date prévisionnelle de mise en œuvre. En gros, si vous étiez déjà autorisé pour une autorisation similaire avant la réforme, bah, du coup, normalement, c'est déjà mis en œuvre dans votre établissement. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une date vu que c'est une continuité d'activité. Si ce n'est pas le cas, vous nous indiquez justement votre date prévisionnelle de mise en œuvre. Donc, vous avez donc un calendrier. Vous pouvez cliquer sur l'année si on est plutôt dans un an ou deux. Et comme ça, vous indiquez votre date. Vous pouvez indiquer également un commentaire sur votre mise en œuvre. Et sur donc, la partie donc, PTS déclaration, vous avez la possibilité d'indiquer pourquoi vous demandez donc, cette PTS et cette déclaration si vous le souhaitez. Et vous avez également la possibilité de mettre des pièces jointes complémentaires. S'il n'y en a pas, on clique sur sauvegarder et on passe sur la synthèse. Donc voilà, donc là, vous avez un certain nombre de choses qui sont mises en partiel parce que je n'ai pas tout rempli. Néanmoins, vous voyez, il y a accéder à la validation, donc qui est accessible parce que j'ai rempli tous les champs obligatoires. Du coup, quand je clique sur accéder à la validation, donc ça vous indique que on va passer donc à l'étape suivante et que le dossier, du coup, va être figé en lecture. Donc là, je confirme. Et donc, si j'avais été un utilisateur et pas un gestionnaire et que je n'avais pas non plus le droit de validation, moi, je me serais arrêtée là en tant qu'utilisateur. Et du coup, c'est mon valideur qui aurait repris le dossier pour pouvoir le regarder et éventuellement le rouvrir en modification. Quand on le rouvre en modification, on peut indiquer des commentaires. Donc bon, si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas obligé de vous mettre des commentaires à vous-même, mais si vous travaillez à plusieurs, vous pouvez indiquer ce qui doit être modifié dans le dossier pour que la personne, du coup, puisse faire les modifications en fonction. Si ce n'est pas le cas et que tout va bien, je vais renseigner la partie engagement. Donc, je clique sur modifier. Donc là, j'indique qui je suis. J'indique ma qualité, voilà, directrice des tests. Et ensuite, je coche mes engagements et je dois tous les cocher. Vous avez le rappel des textes en face avec des liens hypertextes si besoin pour savoir justement à quoi correspond l'engagement. On met où on l'a fait, on met à quelle date et on sauvegarde. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, vous avez tout qui est tracé, qui vous indique à quelle heure qui a fait quoi, pour que vous puissiez retrouver plus facilement et bien tout tracé. Le dernier bloc, vous allez avoir le récapitulatif. Donc, j'exporte le récapitulatif de la demande. Ça va me générer un PDF donc, qui reprend donc, dans son intitulé dossier validé. Ça vous remet votre numéro de dossier qu'on a vu tout à l'heure et ça vous met la date. Et là, vous allez avoir la synthèse de ce que vous avez saisi dans votre dossier. Donc, vous allez récupérer les informations générales qu'on a saisies ou qui sont récupérées donc, de finesse, les informations de contact. Donc, ça, c'était la première page qu'on a remplie ensemble tout à l'heure, avec le choix de l'activité, avec ce que vous avez demandé, justement. Et ensuite, l'intérieur du dossier, avec ce qu'on a renseigné, le nom des PDF que vous avez déposés, et éventuellement dans les zones commentaires, quand on avait mis des choses, alors j'avais remis les mêmes que les titres, mais du coup, vous retrouvez bien tout ce que vous avez saisi. Le formulaire que vous avez bien déposé pour l'activité, qui l'a déposé, à quelle date. Pour la partie donc modalité mention, vous allez retrouver exactement le même principe et vous retrouvez également donc, de façon structurée vos tableaux d'effectifs que vous avez renseignés. Là, les colonnes sont inversées. On a les pourvus et les vacants. Dans la prochaine version, ce sera bon. Ils seront dans le même ordre que ce que vous avez saisi dans l'outil. Donc là, voilà, vous avez la synthèse de tout votre dossier, donc qui sera plus ou moins longue selon tout ce que vous avez pu demander comme autorisation au sein de l'activité. Ça vous rappelle les engagements du demandeur, la date, et donc là, vous avez signature du représentant légal et cachet de l'établissement. Donc là, dans l'idée, c'est que vous puissiez justement
imprimer le document, le signer et le remettre en PDF signé dans l'outil. Donc, hop, quand vous avez fait ça, vous avez déposé le formulaire. Donc, c'est le dernier formulaire que vous déposez dans le SI, donc qui sera le dossier signé. Donc là, du coup, hop, je vais reprendre celui-là, même si je ne l'ai pas signé dans la vraie vie. Sur le principe, on se dit que je l'ai signé. Voilà, on voit qui l'a déposé quand, encore une fois. On valide. Vous avez une pop-up qui... Non, non, non. Alors, a priori, Madame Bédoucha a eu un problème informatique. On arrivait à la fin en plus, c'est dommage. On va attendre de voir si elle arrive à nous Rejoindre. rejoindre. Ah ouais, ça a dû totalement planter de son côté. On va attendre qu'elle revienne dans la réunion. En tout cas, vous avez pu voir du coup une première démonstration très qualitative et très complète de cette nouvelle plateforme sur laquelle nous allons tous pouvoir travailler. Donc, l'idée, ce sera bien sûr que vous puissiez travailler vos dossiers sur cette plateforme avant de nous les transmettre. Là, on était sur la dernière phase de validation. Il me semble que derrière, les prochaines étapes étaient le transfert du dossier à l'ARS. Donc pour cela, il faut attendre l'ouverture d'une fenêtre. Vous ne pouvez pas le transférer tant que la fenêtre n'est pas ouverte. Et voilà, il me semble qu'ensuite, c'était globalement tout. Au niveau, il y avait eu des questions. Alors si Madame Bédoucha revient, on pourra voir avec elle. Il y avait notamment une question sur nanana, une version, oui, une version intégrale que vous puissiez avoir pour pouvoir préparer vos dossiers. Alors aujourd'hui, on ne peut pas sortir une liste totale de toutes les exigences qui seraient nécessaires. L'idée, ce serait étant donné que vous pouvez travailler votre dossier, ah, je vois que Madame Bédoucha nous a rejoint. Désolée, mon Euh, VPN est connecté. il n'y a pas de souci. Il me semble, alors je sais pas, vous voulez peut-être reprendre la main pour finaliser? Oui, parce qu'on était à 2 clics d'avoir fini. C'est Donc, ce du que coup, c'est ce que je leur disais exactement. Je vous laisse reprendre la main pour terminer alors. tout à fait. Donc, du coup, donc j'étais en train de vous dire effectivement que là, on validait le dossier, mais que le dossier n'était pas transmis via cette étape, il était validé. Donc, du coup, une fois que ça c'est fait, vous avez un dernier bloc qui est transmission du dossier à l'ARS. Donc, cette transmission n'est possible que si une fenêtre est ouverte. Donc là, en l'occurrence, comme on est le 5 octobre et que la fenêtre est au 10 octobre, on ne peut pas le transmettre. Alors, est-ce que en parallèle, je ne modifierai pas hop, la fenêtre pour vous permettre de voir. Donc, ce principe-là, ça va vous permettre au moment en fait, on va vous ouvrir l'outil, que vous puissiez en fait commencer à renseigner tous vos dossiers en fait en amont, même si les fenêtres de dépôt ne sont pas encore ouvertes, vous allez pouvoir justement gérer tous vos dossiers en amont et pouvoir commencer à les renseigner. Et donc, une fois que l'ARS aura créé donc, une fenêtre de dépôt donc, qui sera ouverte, donc là, je suis en train d'en faire une en parallèle, comme si j'étais en ARS. Donc là, si je réactualise
ma page. Voilà, donc j'ai ouvert une fenêtre en parallèle et donc vous voyez maintenant le message a changé. Ça m'indique que j'ai une fenêtre de dépôt disponible et donc j'ai le bouton transmettre à l'ARS qui apparaît. Donc je clique dessus et du coup mon dossier est transmis à l'ARS. Et donc normalement en parallèle, je reçois un accusé réception sur ma boîte mail. Hop, ici. Donc, qui est envoyé donc, à la fois donc, à la personne, au valideur, hein, donc, qu'on a renseigné tout à l'heure dans le dossier, et également donc, au représentant légal. Et ça vous indique que vous avez donc déposé votre dossier, donc c'est un accusé réception hein, pour votre dossier. Ça vous rappelle les différentes modalités, mentions, PTS et déclarations que vous avez demandées. Donc là, j'en avais qu'une, mais si vous en aviez eu plusieurs, bah, du coup, ça vous aurait tout listé. Et ça vous indique que la recevabilité et la complétude seront prochainement étudiées donc, par l'ARS. Et en cas donc, de demande de complétude par l'ARS, du coup, le dossier sera remis à votre main pour que vous puissiez renseigner les éléments considérés comme manquants. Et donc, ce sera exactement en fait ce qu'on vient de voir ensemble. Sur le tableau des manquants, en fait, vous pourrez avoir aussi un commentaire de l'ARS qui vous indiquera ce qui manque, si jamais le libellé n'était pas suffisamment explicite. Et ensuite, vous refaites les mêmes étapes que tout à l'heure. Vous cliquez sur modifier, vous complétez, et puis ensuite, vous validez et vous transmettez. Donc voilà pour la démonstration un peu poussée de la plateforme. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré. J'ai essayé de ne pas aller trop vite, mais de ne pas non plus vous faire une formation complète. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Aurélie pour cette démonstration aussi complète que qualitative. Je pense que là, ils ont déjà une première vision qui est quand même plus que très bien, qui montre à quel point on va pouvoir travailler sur un site moderne et très complet. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette démonstration. On avait effectivement quelques questions. Alors si je reprends un petit peu le fil, il y en a eu plusieurs. Euh, sur notamment le travail des documents dès novembre 2023, même si la fenêtre est plus tardive et notamment fin 2024. Alors effectivement, l'idée pour vous, établissement, c'est que vous puissiez en amont préparer vos dossiers bien avant que les fenêtres s'ouvrent, ou du moins dans un planning qui vous convient en interne. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les remplir petit à petit et, comme vous a montré Madame Bédoucha, attendre ensuite l'ouverture de la fenêtre pour nous les transmettre. Une question, alors là, peut-être que Aurélie, pour le coup, je vais avoir besoin de ton soutien sur la possibilité d'avoir une version, alors entre guillemets, papier intégral des dossiers à remplir. Je pense que l'idée de la question, c'est est-il possible finalement d'avoir un visuel très général des exigences afin de pouvoir préparer en interne les différents éléments à remplir pour ensuite sur le site pouvoir aller jusqu'à la validation sans forcément revenir en arrière. Alors il me semble qu'il y avait un point notamment à la première validation. Ensuite, on peut revenir en arrière si le valideur nous renvoie le dossier. Je te laisse peut-être revenir sur ce point. Je ne sais pas si la question a été, si j'ai Oui, été suffisamment. exactement. En fait, parmi ce que je vous ai montré tout à l'heure, justement, le premier écran, en fait, il faut forcément le renseigner avant de passer par la suite, mais c'est parce qu'on vous demandez quelque part votre activité, vos modalités, mentions, PTS et déclarations. Et comme le dossier par la suite est vraiment spécifique par rapport à ce que vous avez demandé, c'est pour ça qu'il faut quand même remplir ça au début, sachant que rien ne vous empêche de le remplir pour récupérer justement les différents PDF qu'il faudra renseigner par la suite et de supprimer le dossier. En fait, il n'y a pas de difficulté. Là, je ne vous l'ai pas montré parce que ce n'était pas forcément l'objet. Mais quand vous créez un dossier, vous pouvez ne rien remplir dedans, regarder ce qu'il faut renseigner, prendre les PDF et puis ensuite simplement le supprimer si jamais vous ne souhaitiez pas finalement faire une demande d'autorisation pour voilà, pour cette activité ou ces modalités mention.
Et comme vous avez vu, quand je l'ai renseigné, la validation, en fait, c'est que la dernière étape pour les engagements. Mais donc tout le reste, avant, vous pouvez naviguer sans difficulté, sans avoir à remplir quoi que ce soit. Donc vous pourrez facilement avoir une visu de l'ensemble du dossier, de ce que vous devez renseigner. Merci beaucoup. Donc voilà, comme vous voyez, c'est vraiment un site qui devrait nous faciliter à tous la vie pour la mise en application de la réforme qui nous attend. Une question au niveau des ETP. Alors, si on indique 1, cela signifie-t-il une quantité de temps à 100%? Alors oui, l'ETP, il correspond en fait au temps de travail de vos praticiens. Donc 1, 100 temps plein, 0,5 mi-temps. Voilà, vous... Et comme vous a dit Madame Bédoucha, au niveau des ETP, vous pouvez mettre des nombres avec des décimales sans difficulté. Sinon, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Dans le chat, Madame Tournier a répondu également progressivement à certaines de vos interrogations. Donc, a priori, ça devrait aller. Bah, de toute façon, on reviendra vers vous également pour vous faire d'autres points de formation. Donc voilà, si jamais vous avez par la suite des interrogations, pas d'inquiétude, on essaiera de voir sous quel délai, mais on reviendra vers vous avec quelques points de formation, peut-être des diaporamas avec des captures d'écran, des choses comme ça. On va voir comment on s'organise, mais voilà, on ne va pas vous laisser seul sur la plateforme sans, sans accompagnement. Très bien, merci encore Aurélie. Ah, une question, je ne l'ai pas sur la tablette. Euh, et après qu'on ait effectué le recensement, nous n'avons pas la même interface que celle présentée. On est encore à la phase de test. Là, le SI n'est pas ouvert. Monsieur Bon, donc avec la DNUM représentée aujourd'hui par Madame Bédoucha, Monsieur Bon pour l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté et les établissements testeurs peuvent commencer à utiliser l'outil, mais là, on n'a pas encore, la plateforme n'est pas ouverte officiellement. Une autre question dans le cadre des renouvellements d'EML, où on demande si ce serait possible d'imaginer une alerte de deadline qui serait envoyée au gestionnaire lorsqu'on atteindrait, enfin, ou avant plutôt, le délai d'échéance des 14 mois pour le renouvellement. Alors ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est prévu, Aurélie. Ça avait été évoqué. Tout à fait, c'est la suite. Donc là, on finissait déjà on va dire le socle. Mais effectivement, dans l'idée, c'est d'être en capacité de pouvoir vous indiquer, enfin voilà, vous alerter pour vos demandes de renouvellement. Là, pour l'instant, le cadre de la plateforme qu'on vous a montré, c'est pour les nouvelles demandes, donc enfin des activités réformées. Mais donc par la suite, vous pourrez également gérer le renouvellement de vos autorisations. Donc, ce sera prévu. Parfait, merci beaucoup. Une question qu'une personne souhaite poser à l'oral, je vous en prie. Bonjour, je me permets de poser la question à l'oral parce que par écrit, c'est un petit peu compliqué. Alors, on a créé des utilisateurs et des gestionnaires à la fois sur l'entité juridique et sur donc, des établissements. Moi, personnellement, j'ai été créée seulement sur des établissements géographiques. J'aimerais savoir comment expliquer. Euh, Si je vais, une fois que j'aurai mon login, est-ce que j'aurai du coup accès à tous les établissements d'un coup? En fait, j'ai été créée sur tous les établissements géographiques, puisque c'est moi qui ai créé les comptes. Donc, je le sais, je me suis créée sur tous les établissements géographiques. Est-ce que j'aurai du coup accès à toutes les fenêtres de tous les établissements? Alors, normalement, si vous voulez un accès global à tous les établissements, il faut être créé au niveau de l'entité juridique. Je laisserai Aurélie me corriger le cas Ouais, échéant. c'est bien ce que j'ai peur, du coup, en voyant en fait la démonstration de la dame, c'est ce que je me rends compte, du coup, je crois. Alors, effectivement, on va dire pour faciliter la création de compte, si vous avez besoin d'être sur tous vos établissements géographiques, effectivement, c'est plus simple de vous créer au niveau de l'établissement
juridique. Néanmoins, nous, on va regarder, enfin, c'est un peu ce que disait Monsieur Bon tout à l'heure, on va regarder tout ce que vous nous avez renseigné dans vos formulaires. Et si vous avez rempli, si vous avez rempli un formulaire par entité géographique, du coup, je vais noter votre nom comme ça, je vais plutôt aller modifier pour qu'on le fasse directement. Mais sinon, dans tous les cas, on fera ce que vous nous avez demandé. Donc, si vous avez demandé plusieurs entités géographiques, on est en capacité de vous les donner sur votre même compte. Mais du coup, c'est plus simple de vous mettre au niveau de la structure juridique. Voilà. Par contre, D'accord. pour ceux Alors, qui auraient auraient besoin, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez 5 entités géographiques et que vous ne devez être que sur 4, ou du coup, finalement, le fait de vous mettre sur le J ne marcherait pas parce qu'il vous en faudrait que 4 sur 5. Ça, on a fait un nouveau développement dans l'outil qui permet de faire ce qu'on appelle des groupes, donc des groupes de structure, et qui vont nous permettre justement de pouvoir avoir plus de latitude pour vous mettre que les établissements dont vous avez la responsabilité ou sur lequel vous devez intervenir sans forcément vous mettre toute la structure juridique. d'accord. Voilà, donc si vous, dans votre cas, vous devez accéder à toutes vos structures géographiques, on va vous mettre au niveau justement de la structure juridique. Mais pour toutes les autres personnes donc là, qui assistent à la conférence, si jamais vous êtes dans un cas où votre entité juridique a, je ne sais pas moi, 15 établissements et que vous êtes directeur, par exemple, que de Et 2 établissements, la... on est en capacité de pouvoir vous donner que vos 2 établissements sur votre même compte. Et ça, vous pouvez nous l'indiquer dans le champ qu'on a mis dans le formulaire qui est commentaire destiné à l'administration. Et dans ce cas-là, vous nous indiquez les autres finesses auxquelles vous devez avoir accès. Oui, Comme ça, ça nous facilite Madame la vie Desbois. pour, de colle. voilà, pour savoir qu'il faut vous faire un groupe de plusieurs établissements. D'accord, en fait, nous, on l'avait interprété. Alors, je vous remets dans le contexte. En gros, je ne fais pas partie de BFC, mais des Hauts-de-France. J'ai été invitée gentiment par de mes collègues de BFC à participer au webinaire qui est très intéressant. Et voilà, je suis très contente. Mais du coup, bah, je suis dans le même cas quand même, hein. Voilà, moi, j'ai créé mes établissements dans les Hauts-de-France. Et du coup, en fait, on avait plutôt interprété dans le cas où l'entité juridique, c'était plus pour recevoir un petit peu les documents, etc., plus officiels, enfin, plus les informations officielles, etc., et plus tous les établissements géographiques, plus créer justement tous les... répondre à tous ces documents, enfin, tous les renouvellements, etc. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas été mise en fait dans l'entité juridique. Et je pense que du coup, c'est une erreur, puisqu'au final, quelque part, c'est moi qui réponds après au... Je pense qu'on n'a pas bien... On n'a pas fait comme il fallait, quelque part, puisque moi, j'ai été mise dans tous les établissements géographiques et pas dans l'entité juridique. Et du coup, je me dis, en voyant comment vous avez fait, je me dis, je pense que je vais être embêtée. Je vais vous mettre dans le chat l'adresse de contact pour que vous puissiez m'envoyer le détail par mail avec le nom de votre établissement pour que je vous retrouve dans les différents formulaires. Et comme ça, on gère ça par mail pour vous modifier votre formulaire si ça vous va. C'est gentil, merci madame. Il y a eu pas mal de questions. Une question sur, je crois que c'est le changement de forme sociale d'une entité. Donc là, on serait dans le cadre d'une activité de radiologie interventionnelle. Et donc, on passerait d'une SCM à une SELARL. Alors, est-ce qu'on a besoin d'enregistrer ou non? Ça, tout dépend si on conserve ou non le numéro FINES. Si le numéro FINES ne change pas à ce compte-là, on aura juste une mise à jour du statut de l'entreprise, donc il n'y aura pas de souci. Si on a un numéro FINES qui change, à ce compte-là, il faudra redemander la création d'un compte et pouvoir s'enregistrer avec le bon numéro. Euh, je pense que oui, du coup, oui, Aurélie, il faudra refaire un compte. Je pense pas qu'on puisse modifier Finesse. Enfin, ou si on modifie Finesse, est-ce que ça mettra à jour automatiquement le SI si c'est la même adresse mail, peut-être? Alors les modifications finesse effectivement seront répercutées dans l'outil.
Et on peut modifier pour un utilisateur son périmètre finesse. Mais par exemple, enfin, voilà, si vous êtes sur un finesse EJ, que vous avez un nouvel ET qui s'ajoute, du coup, il n'y a rien à faire parce qu'il sera au bon endroit directement et vous pourrez le voir et faire des demandes. Si l'ET est modifié sur sa raison sociale ou autre, enfin, toutes ces modifications sont répercutées dans l'outil. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que globalement, voilà, on verra effectivement, parce que là, ce serait peut-être plus le J qui changerait a priori. Donc on verra peut-être à ce compte-là au cas par cas comment ça se passe et quelles modifications sont répercutées ou non. De toute façon, il n'y aura aucun souci. Nous, derrière, vous nous contactez et on pourra gérer les comptes avec vous, hein. Il y a pas de... Exactement, on peut modifier là où les structures en fait d'un utilisateur. Donc, dès lors que votre email effectivement ne change pas, on vous change de structure et on vous met sur un autre J. Par contre, si vous êtes dans le cadre où bah, les emails aussi changent, ce sera effectivement plus propre, je pense, de refaire un compte avec le nouvel email à la fin. Comme ça, on désactive l'autre et ça garde quand même une trace de ce qui a pu être fait à l'époque de l'ancienne J et de vous mettre sur le nouveau avec un nouveau compte. Donc ça, voilà, ce sera à voir au cas par cas selon la situation. Exactement, et d'où aussi l'intérêt pour vous, établissement, de renseigner dans la mesure du possible des adresses structurelles, notamment pour les comptes J, tout ça, afin d'éviter de trop avoir à effectuer de changements sur le long terme. Pardon, Iris, t'allais dire quelque Oui, chose. je me permets de vous solliciter, Aurélie. On a une question qui revient beaucoup dans le chat et qu'on avait eu déjà avec certains établissements. Les établissements, ils demandent s'il est possible d'avoir une trame complète des données qui devront être renseignées au sein du SI. Donc, pas seulement les formulaires, mais vraiment une trame complète. Est-ce que c'est envisageable à ce stade ou pas? Alors ça, du coup, c'est à voir avec la DGOS. Je ne sais pas si on a été rejoint par la Je DGOS entre-temps. ne Ah, crois pas que Claire soit encore arrivée. Elle m'a fait un mail. ah, pile à l'heure. Claire, est-ce que vous nous entendez? La DGOS vient de se connecter. Bon, on va leur laisser quelques minutes pour se connecter et puis on va faire un message à Madame Defive pour lui demander si c'est envisageable. Mais effectivement, c'est une demande qui revient beaucoup. S'agissant, en attendant l'intervention de la DGOS, s'agissant des autres interrogations, est-ce que les établissements testeurs seront prévenus de l'ouverture du site pour les essais? Alors, les tests ont déjà commencé, donc je vous invite à me contacter à mon adresse mail, donc baptiste.bon@ars.santé.fr. Peut-être qu'on la mettra dans le chat. Donc, pas plus de 7-8 établissements, hein. C'est vraiment pour pouvoir faire des tests entre nous et pouvoir faire des remontées à la DNUM par la suite. Donc, effectivement, si certains établissements sont intéressés pour tester, vous êtes bien sûr les bienvenus dans ces tests. On en sélectionnera, si vous êtes plus nombreux, voilà, 7 ou 8 maximum. Euh, donc ensuite, tu avais répondu à quelques questions déjà. Faut-il faire deux dossiers pour la même activité réalisée dans deux entités géographiques? Alors, les autorisations sont données par entité géographique, effectivement, donc il faut que vous fassiez un dossier par entité géographique. Donc, si vous avez deux entités pour la même activité, effectivement, il faudra faire deux dossiers, puisque vos structures et nécessairement votre personnel doit être différent. Ouais. Et donc pour les testeurs, je le précise qu'on a déjà eu des contacts avec quelques établissements. On a le CHU de Dijon qui s'est porté volontaire et la FHP, Oui, Monsieur Yem. Monsieur Yam également qui était intéressé. Pourrez-vous nous communiquer les coordonnées? Ah, donc Iris l'a fait, donc super, je te remercie. Donc Madame Bédoucha vous a mis le contact de la DNUM. Le régime des autorisations d'EML prévoit l'autorisation d'un troisième EML sous un finesse ET. Comment sera traitée cette troisième demande d'autorisation IRM ou scanner notamment? Alors là, il me semble que c'est pas une vraie demande, c'est plus une modification d'autorisation. Oui. Je ne sais pas comment cela se traduit dans le SI exactement. Alors il me semble que du coup, au niveau de
de cette spécificité EML. Donc, en fait, l'autorisation qui va être traitée via l'ESI, c'est l'autorisation IRM, enfin, imagerie diagnostique. Et une fois que vous avez l'autorisation, vous avez la possibilité d'installer vos 3 appareils avec l'autorisation qui est délivrée via l'ESI. C'est après, si on va au-delà d'un troisième EML, qu'on a des démarches supplémentaires à effectuer. Je vois qu'il y a eu un échange, notamment sur la partie satisfaction patient, et donc savoir où est-ce qu'on pourrait la renseigner dans le SI. Alors là, tout dépendra, je pense, parce que je crois que la satisfaction patient, c'est une condition qui est générale, qui n'est pas liée aux activités. Donc là, comme vous a présenté Madame Bédoucha, vous avez à renseigner d'abord une partie tronc commun, ensuite des parties liées aux spécificités. Donc d'abord spécificité de l'activité, spécificité de la mention, de la modalité, de la PTS, etc. Donc ça, typiquement, je pense que c'est un élément à renseigner dans le tronc commun au tout début. Alors soit il y a une case dédiée à ça, soit à l'occasion d'un commentaire dans le cadre de votre organisation, vous pourrez préciser que dans le cadre de votre parcours patient, à la fin, vous leur présentez un questionnaire de satisfaction. Et à ce compte-là, vous pourrez nous joindre en pièce jointe le questionnaire en question. Pourra-t-on faire un seul dossier pour plusieurs mentions sur un même finesse géographique? Alors oui, comme vous a présenté Madame Bédoucha, en fait, vous faites un dossier par établissement géographique et par activité de soins. Dans le cadre de votre activité, vous allez sélectionner les mentions, les modalités, les PTS qui vous intéressent. Ce qui fait que vous aurez un dossier un petit peu conséquent dans certaines hypothèses, mais tout sera fait sur un dossier sous une activité de soins déterminée. Je pense qu'on a fait le tour des interrogations. Bonjour à Claire et Hélène et merci de nous avoir rejoints. Donc, la DGOS, on Bonjour. avait une Bonjour. Bonjour. On avait une petite interrogation voilà, d'entrée pour vous. Si je me trompe pas, c'était sur un document qui synthétiserait l'ensemble des exigences réglementaires que doit respecter un établissement pour une activité qui serait disponible peut-être en tout début, en amont des renseignements à faire sur le SI. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être prévu ou non. Je vous laisse répondre. Il y a un document qui synthétise l'ensemble des exigences réglementaires. Il y a les décrets qui sont remis à chaque fois en début de chaque activité de soins qui reprennent toutes les exigences que les établissements doivent respecter pour exercer une activité de soins, à la fois les CI et les CTF. Voilà, très bien. Je vous remercie pour votre réponse. Entre-temps, on a eu d'autres questions, que je ne me trompe pas. On a une question sur les centres de radiothérapie. Est-ce qu'ils doivent déposer un dossier de renouvellement d'autorisation? Euh, alors j'imagine que c'est sur le SI. Ils sont toujours, oui, ils peuvent toujours porter l'autorisation, les centres. Oui, oui, bien sûr. Donc, pas de souci, bien évidemment. Le SI n'est pas uniquement ouvert aux établissements de santé. À partir du moment où vous êtes porteur d'une activité, vous devez passer par ce SI et donc vous devez constituer un dossier au même titre que les autres établissements pour les autres activités. Alors, du coup, si on est un tout petit peu plus loin dans la question, quand vous dites radiothérapie, on est sur quoi? Sur de la traitement du cancer ou sur de la rive? Parce que du coup, c'est pas la même activité. On va être soit sur médecine nucléaire, soit sur traitement du cancer. Donc effectivement, il y a une différence au niveau. Enfin non, du coup, ce sera un portage type ES. Ce ne sera pas un portage EML. Et effectivement, ça pose une difficulté sur laquelle on viendra plus tard dans le PowerPoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les établissements qui faisaient de la rive, donc sous une activité de médecine nucléaire, étaient sous un régime d'autorisation EML, donc avec une autorisation TEP-scan ou gamma caméra. Et comme du coup, c'est une activité qui va être autorisée en tant qu'activité de soins et plus en tant qu'EML, effectivement, là, il y a une modification au niveau du portage. On y reviendra un tout petit peu plus tard dans le PowerPoint.
Mais si c'est de la radiothérapie en tant que traitement du cancer, vous êtes déjà autorisé, vous avez déjà le bon format juridique pour le faire. Merci Iris. Je vois que plusieurs établissements se portent volontaires pour être testeurs. Merci à vous. Je vous mettrai mon adresse mail si tu veux bien. J'ai mis l'adresse. Oui, celle de AS. Ouais, j'ai mis Voilà, donc l'adresse. bah, parfait. Vous avez l'adresse structurelle du pôle autorisation. Donc, adresse qui est d'ailleurs sur notre page internet. On vous invite à passer par celle-ci lorsque vous avez des interrogations. Et donc, on sélectionnera quelques établissements pour être testeurs. Merci beaucoup. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour des interrogations pour le SI. Donc, on vous le redit, hein, il y aura de nouveau des points de formation dédiés au SI pour vous accompagner sans souci. On a le CHU de Dijon qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Notre question s'adresse à la DGOS. On a peut-être été pas suffisamment clair en tout cas, mais ce qu'on remarque dans le SI et ce qui nous a été présenté à l'instant, c'est que on voit bien ce qu'il faut remplir en termes d'activité, mais il y a quand même il y a quand même plusieurs éléments, notamment tout ce qui touche au tableau des effectifs et autres, qui sont pas forcément renseignés. En tout cas, nous, on ne sait pas à quoi aujourd'hui à quoi se fier. Et donc, la question, c'est quand même est-ce qu'il y aura un document qu'on pourra avoir un peu, si vous voulez, en draft, qu'on pourra exploiter en interne, parce qu'il faut bien se rendre compte de ce que c'est en matière d'organisation. Enfin, ça vous fait peut-être rigoler au niveau de l'ARS, mais en tout cas, nous, pas nous, dans la mesure où on a un énorme travail à mener avec toutes nos équipes. Et on souhaite notamment que vis-à-vis de nos équipes médico-soignantes, ça soit le plus neutre possible en termes d'impact administratif. Ce qui est d'ailleurs une critique récurrente hein, de nos équipes que de devoir tout le temps avoir un temps incompressible d'administration. Et ça, on le comprend et on ne peut pas faire sans eux hein, pour remplir certains détails. On entend tout à fait votre remarque. Déjà, peut-être premier élément de réponse, ces dossiers, ils ont été vus et concertés avec l'ensemble des fédérations, y compris la FHF, Ah oui. auquel de quête vous adhérez. Ensuite, donc le SI, on fait le maximum pour l'ouvrir le plus vite possible, mais tous les dossiers seront accessibles. Vous pourrez ouvrir tous les comptes que vous voulez à vos administratifs pour qu'ils aient bien connaissance de tous les éléments à remplir. Les éléments sont figés dedans, donc ça n'évoluera pas, et ils pourront tout à fait commencer à remplir les dossiers bien avant l'ouverture des fenêtres de dépôt. Second élément de réponse, vous avez sûrement tous connaissance de la PPL Valtou qui est en cours, qui est déjà passé à l'Assemblée et qui va passer au Sénat prochainement, dans laquelle on porte des modifs d'ampleur quand même, qui vont réduire considérablement, quasiment de moitié, les dossiers à la fois à déposer et à traiter par les ARS, puisque ce qui est prévu, c'est que certaines activités révisées reprennent le cours de leur durée de vie initiale, entre guillemets, et donc il n'y ait pas de dossier à déposer, que ce soit juste une simple demande de renouvellement. Donc, toutes ces mesures de simplification, voilà, les critiques sont bien entendues, on les a bien prises en compte. Ça devrait arriver très prochainement d'ici la fin de l'année. Et puis voilà, en plus, il y a aussi ce SI, donc on vous outille pour pas que ce soit des process hétérogènes entre chaque région et entre chaque activité. Voilà, tout est standardisé dans le SI, ce qui permet aussi de réduire la charge de temps administrative. Merci. Nous attendrons donc que ça passe définitivement au niveau de l'Assemblée. Merci Claire. Effectivement, on reviendra sur ces mesures juste après. Donc voilà, comme vous a précisé Madame Defive et Madame Bédoucha, étant donné que le SI sera ouvert et qu'ensuite vous pourrez travailler les dossiers selon vos propres plannings, bien sûr que vous pourrez les consulter et même, comme vous a expliqué Madame Bédoucha, commencer un dossier, voir les éléments nécessaires à remplir et ensuite le supprimer et ainsi vous faire une petite trame en interne par activité potentiellement. Je crois qu'on a fait le tour des interrogations du SI. Donc une fois de plus, Aurélie, merci beaucoup pour ta démonstration. On va pouvoir passer à la suite de notre présentation. Alors, je reprends. Hop, on en était.
Le SI, on vient de le faire. Alors, le calendrier de travail. Alors, gros point attendu par beaucoup d'entre vous. Je tiens à vous préciser que ce calendrier est un document de travail qui n'est pas validé en interne, potentiellement qui pourrait être amené à changer, notamment par les différentes mesures qui pourraient être votées prochainement. Donc, c'est une première présentation pour vous montrer comment on l'envisage aujourd'hui, potentiellement avoir vos retours si vous en avez. Et voilà, et ensuite, on le communiquera sur le site une fois qu'il sera validé par tout le monde. Bon, là, d'abord, un calendrier donc très général avec la publication du SRS le 1er novembre, vous êtes tous au courant. L'ouverture des fenêtres à partir du 1er janvier 2024 jusqu'à la fin d'année 2025. Le calendrier, le voici. Voilà, calendrier, vous voyez, un peu dense malgré tout. Donc là, on a fait un calendrier sans tenir compte des futures mesures de simplification. Donc on va dire que c'est le schéma dans l'hypothèse la plus dense. Je pense que Tout à voilà, fait. on peut dire ça. On a fait un choix selon bien évidemment les exigences liées au texte, selon aussi nous ce qu'on pouvait considérer comme plus ou moins étant prioritaire, selon les activités qui devaient passer avant les autres, puisque certaines activités dépendent d'autres activités. Et également, on a fait une sélection selon la répartition de la charge de travail et des activités, puisque les chargés de mission autorisation dont je fais partie, nous sommes référents régionaux, donc au niveau régional, et par thématique. Donc nécessairement, on a réparti selon nos charges personnelles. Je vous laisserai davantage regarder ce tableau lorsqu'il sera publié sur le site. On voulait également vous faire des petits rappels, vous porter à votre connaissance des points de vigilance pour lesquels il était important pour nous de revenir dessus. Premièrement, s'agissant de l'activité d'imagerie diagnostique, on tient à préciser que les porteurs d'autorisation, dès qu'ils reçoivent la décision ARS, ils doivent solliciter de l'autorité de sûreté nucléaire une autorisation également. Donc, c'est une étape enfin, c'est en deux étapes, puisqu'il y a l'autorisation ARS et l'autorisation ASN. Ils ont ils ont leurs propres critères, leur propre façon d'instruire. Donc, voilà, cela vient après notre autorisation ARS, mais elle est obligatoire et il est essentiel que vous pensiez à la solliciter avant de mettre en œuvre votre activité et Pareil. votre appareil. Merci. Un deuxième point tout à fait essentiel, c'est la déclaration de mise en œuvre. À partir du moment où on vous autorise à exercer en première initiative une activité de soins, vous avez l'obligation de transmettre à l'ARS une déclaration de mise en œuvre, donc une obligation réglementaire. On tient absolument à vous refaire un point dessus puisque cette déclaration est importante pour nous ainsi que pour vous, puisqu'elle va donner le point de commencement de l'autorisation et surtout la date que nous, on enregistre, puisque c'est ce qui est précisé dans les textes, hein, la date d'enregistrement du commencement d'autorisation et la date de réception de la déclaration. Et ce n'est pas la date qui est déclarée dans le document. Ce qui veut dire concrètement pour vous, si jamais vous nous envoyez une déclaration tardivement, plusieurs mois après la mise en exercice de votre activité, réglementairement, l'autorisation n'a pas commencé, ce qui fait que potentiellement vous n'êtes plus couvert, vous n'êtes plus dans les clous juridiquement, ce qui peut poser des questions en termes d'assurance également. Donc voilà pourquoi on tenait vraiment à vous refaire un point là-dessus. Enfin, un troisième et dernier point sur l'absence de réponse de l'ARS. Donc, bien évidemment, on fera tout pour répondre à toutes les sollicitations, hein, ça va de soi. Mais si par mégarde, vous aviez une demande à laquelle vous n'auriez pas de réponse, bon, avec le SI, ça devrait normalement ne pas arriver, mais on ne sait jamais. Le principe, c'est que c'est une décision de rejet implicite au bout de 6 mois. Donc, si vous venez sans décision à mettre en œuvre une activité, sachez que vous n'êtes pas dans les clous réglementaires.
Donc voilà, une fois de plus, au niveau assurantiel également, vous ne serez pas forcément couvert. Et au niveau de tarification? Également, tout à fait. Alors, pour cette dernière partie, on voulait vous partager quelques points qui restent en suspens, des questions qui seront petit à petit solutionnées avec la fin d'année qui arrive, normalement. Donc, tout est concentré sur cette proposition de loi Valtou que Madame de Fives a commencé à mentionner tout à l'heure. Donc, elle serait présentée normalement au Sénat. Donc, Madame de Fives me corrigera le cas échéant, mais au mois de décembre. Cette proposition de loi porte, comme elle vous l'a dit, des mesures importantes qui auront nécessairement un impact sur notre façon de travailler, sur notre calendrier, comme je vous le disais également. Donc, on attend d'en savoir plus. Bien évidemment, on communiquera ces informations sur notre site internet. Dans l'hypothèse de grandes informations, peut-être qu'on fera une communication également aux établissements. On verra comment s'y prendre, mais on vous invite à régulièrement aller voir notre site internet. Donc voilà, d'ici la fin d'année. Deux points sur lesquels on souhaitait revenir par rapport à ces modifications. D'une part, pour les autorisations de médecine nucléaire et d'imagerie interventionnelle, les structures juridiques vont devoir évoluer puisque ces activités deviennent des activités de soins. Donc nécessairement, il faut que les établissements soient raccords et soient ceux qui peuvent porter une autorisation d'activité de soins. Ainsi, les structures juridiques comme les SCM, les GIE, les GIP ou les GCS devront se transformer en SEL, SEL ARS, en GCS ou en CSP afin de pouvoir solliciter une autorisation et surtout porter l'autorisation. Voilà, il me semble que... Voilà, l'interrogation, ça se situe au niveau du GCS de moyens. La proposition de loi Valtou introduit la possibilité que le GCS de moyens puisse être porteur d'une autorisation d'activité de soins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à part pour l'AMP, il me semble. La DGOS me corrigera si je me trompe. Mais donc, voilà, c'est pour ça qu'on vous a invité à être patient au niveau des GIE, notamment de médecine nucléaire, sur vos transformations juridiques pour ne pas vous inviter à vous transformer en GCSES ou autres structures juridiques qui sont voilà, très lourdes en termes administratifs, puisqu'il y a cette possibilité de GCS de moyens qui est évoquée. On l'a pris en compte également dans le calendrier que vous a projeté Monsieur Bon il y a quelques instants. On a repoussé au maximum les activités concernées, donc médecine nucléaire et imagerie interventionnelle. On va les repousser au maximum pour laisser le temps à cette proposition de loi, on l'espère, de devenir une loi et puis de vous permettre un allègement juridique. Merci Iris pour ces précisions. Et enfin, les mesures de simplification. Donc effectivement, la DGOS travaille actuellement sur des mesures pour simplifier l'application et la mise en œuvre de cette réforme. Comme Madame de Fives vous l'expliquait, il s'agit pour vous, comme pour nous, d'essayer d'amoindrir autant que faire se peut la masse de dossiers à transmettre et à instruire. Les pistes actuellement envisagées, c'est donc une reprise de vie des autorisations, ce qui permettrait finalement de reprendre un cours normal et de ne pas forcément solliciter, de ne pas déposer de dossier, un renouvellement simplifié. Et alors ça, c'est surtout pour nous et les membres de l'AXOS, une dérogation au passage en XOS. Donc ça, ce sont des éléments. Alors peut-être que la DGOS pourra compléter mes propos et être un peu plus précise si elle le souhaite. L'idée, c'est vraiment d'avoir des pistes, d'avoir des mesures qui viennent alléger notre calendrier, notre planning. Voilà, le détail de ces mesures vous parviendront petit à petit selon leur travail, selon leur écriture et évidemment selon la façon dont elles sont votées et ensuite exposées dans les décrets d'application.
Est-ce que la DGOS souhaite compléter dès maintenant ou est-ce que vous préférez attendre qu'il y ait peut-être des questions? On peut peut-être dire un petit mot sur ces trois mesures. Sur la reprise de vie des autorisations, voilà, ce sera pour certaines activités, puisque dans la PPL, ce qui est prévu, c'est que la liste de ces activités elle soit fixée par décret. Donc, en fonction de la programmation de la loi au Sénat, on pourra présenter au fur et à mesure les activités qu'on pense mettre dans ce décret, qui seront aussi bien entendu concertées avec vos fédérations respectives. Sur le renouvellement simplifié, c'est déjà plus ou moins mis en place quand même avec l'ordonnance du 12 mai 2021. Donc là, ce qu'on permet avec la PPL, c'est que les activités concernées fassent l'objet d'un renouvellement et pas d'un nouveau dossier, mais le renouvellement simplifié est déjà mis en place. Et la dérogation au passage en XOS, voilà, c'est une mesure qu'on travaille encore. Je sais qu'elle inquiète beaucoup les acteurs et les fédérations. Donc, on reviendra aussi également vers vous sur les critères d'offres qui sont mentionnés dans la PPL. Merci Claire. On a eu une question, un établissement qui doit renouveler son autorisation au 30 juin 2024, actuellement en GCS de moyens. Et donc c'est sur Médecine la nucléaire. validité de l'autorisation donc en médecine nucléaire. Alors au niveau de la validité des autorisations, comme je vous l'ai présenté au début de l'intervention, vos autorisations sont prorogées jusqu'à l'ouverture d'une fenêtre. Donc je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on a prévu d'ouvrir la médecine nucléaire, mais si on ouvre la médecine nucléaire, par exemple, au mois d'août ou même en 2025, votre autorisation reste encore en vigueur jusqu'à l'ouverture de la fenêtre. Donc, il n'y a pas de souci, même si le délai de fin de votre autorisation est antérieur à l'ouverture de la fenêtre, il n'y a pas de souci là-dessus. S'agissant ensuite de la transformation, donc voilà, Madame Tournier vous a fait un petit laïus sur ce point-là. Et donc on reviendra sur cette question lorsqu'on aura plus d'informations, et notamment savoir si les GCS de moyens peuvent porter l'autorisation. Donc nous avons fini notre présentation. On vous a remis ici notre page internet ainsi que notre contact structurel pour le pôle autorisation des activités de soins. Donc une fois de plus, on vous invite à vous référer au site plus ou moins régulièrement, notamment si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à aller dessus, à nous solliciter si vous ne trouvez pas la réponse. Ouais. Alors il y a eu pas mal de questions en cours de présentation, mais si vous en avez de nouveau ou des que vous n'avez pas osé poser avant, n'hésitez pas à nous en faire part maintenant. On a encore le ministère qui est présent, donc merci à eux et ça permettra d'être le plus complet possible. Voilà, je me permets de repréciser que donc, le webinaire de ce jour est enregistré. Nous avons prévu de le mettre à votre disposition sur la page internet du site enfin, de l'agence, ainsi que le diaporama. Et j'en profite voilà, pour remercier mon collaborateur, Monsieur Bon, qui a beaucoup œuvré pour faire de cette page internet un outil vraiment de transmission des données, pour que vous puissiez avoir l'ensemble des éléments dans ce gros travail qui va nous mobiliser sur les 2 prochaines années. A priori, il n'y a pas de questions. Vous avez peut-être eu l'occasion de les poser au fil de la présentation. Donc, je vous le redis une nouvelle fois, on reviendra vers vous pour certaines informations et notamment pour des formations. Alors, et je sais qu'il y a également des personnes en interne ARS. Il est également prévu qu'on vous fasse des formations avec une présentation du SI autorisation côté ARS, puisque j'ai fait remonter à la DNUM l'ensemble des personnes qui pourraient intervenir sur le SI, que vous soyez référent, chargé de mission, DT, peu importe. À partir du moment où on estimait qu'on pouvait solliciter votre avis sur des dossiers, vous aurez un compte qui pourrait être créé. Donc, on reviendra également vers vous pour vous former sur le SI et ne pas vous laisser tout seul. Monsieur Moutarde a levé la main, on vous écoute. Oui, bonjour. J'ai pas dû entendre votre réponse. J'ai pas compris ce que ça voulait dire de reprendre la vie des autorisations. Alors aujourd'hui, les autorisations sont prorogées.
Ce qui veut dire que pour certains, les activités auraient dû être renouvelées, ce qui n'a pas été le cas, donc on les proroge afin qu'ils puissent continuer leurs activités. Pour d'autres, les activités de soins sont actuellement dans leur durée de vie lambda d'autorisation, ce qui signifie que à partir du moment où on va faire cesser la prorogation, il n'y aura pas nécessairement un renouvellement qui devrait être demandé si la mesure passe. Vous allez simplement attendre que votre durée de vie d'autorisation s'écoule et une fois que vous arriverez aux 14 mois, ce qui sera peut-être en 2026, en 2027, à ce moment-là, vous pourrez solliciter le renouvellement. Ce qui en fait évite à tous les établissements de faire une demande pour une activité et que vous fassiez toutes les demandes en même temps, ce qui permet en fait voilà, de dilater un petit peu le traitement des dossiers. Je ne sais pas si ma réponse a été très claire. Si, merci. Parfait. Non, il n'y a pas eu d'autres. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Très bien, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup de vous être connecté, d'avoir pris le temps de suivre ce webinaire qu'on espère le plus complet possible. Merci beaucoup à la DNUM et à la DGOS d'avoir pris le temps de nous accompagner sur ce webinaire pour vous répondre. On espère que cela a pu vous aider sur où on en était dans la réforme, sur où est-ce qu'on va, comment on va travailler ensemble. Merci également à Iris d'avoir été là, également pour tout le travail qui a été fait jusqu'à présent et tout le travail qui reste encore à faire. Voilà, on reste disponible au besoin. Et puis, une fois de plus, merci à tous pour votre présence. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.